Putain, ça fait 1 heure que je scrolle sur mon tel là. Je me demande comment les gens y glandaient avant, genre les gens du Moyen-Âge, de la Renaissance, tout ça. Si vraiment tout le monde se pose cette question, j'en suis sûre, c'est évident. Ah mais il y a Laurent de l'Histoire nous le dira qui a fait une vidéo sur ça. Aujourd'hui, on va parler d'un loisir vraiment spécial de la Renaissance. Mais aussi un jeu pas mal violent. Les Battagliole suo Ponti. Ouais, pardonnez mon italien là. C'était ni plus ni moins que des festivités hyper populaires où des gens se rassemblaient sur des ponts pour s'insulter et se taper dessus dans D'immenses bastons. Ouais, tout ça sur des ponts. On appelait ça aussi la guerre des poings. La première trace date de 1369. Elle est l'œuvre de Maggior Consiglio de Venise, le grand conseil de la ville qui se dit que ça serait pas mal de développer les compétences martiales de la population. Compétences martiales, ça veut dire les compétences militaires. Tout ça au cas où on en aurait besoin pour la guerre. Et ça va devenir un vrai phénomène entre le 16e et le 17e siècle. Plusieurs fois par année, le peuple va se rassembler sur les ponts, notamment les dimanches et les jours chômés, parce que, ouais, il faut bien trouver quelque chose à faire, pour se battre et pour savoir qui aura la possession de ces ponts-là. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de ponts dans la ville. Ben oui, Venise, il y a des ponts. On va commencer par se rassembler à chaque extrémité et on va, bien sûr, s'insulter avant de lancer l'attaque, en groupe ou encore à 1 contre 1. En fait, c'est pas juste des gens qui s'affrontent, c'est un vrai combat communautaire. Il faut défendre son bout de terrain. Mais c'est aussi sa réputation qu'on met en jeu, sa force, sa puissance, son agilité et sa virilité. Et c'est, comment vous dire, hyper violent, mais il y a quand même des règles. En voici 5. Première règle, on ne frappe point son ennemi lorsqu'il est terrassé sans passer pour un lâche. Règle 2, la victoire est déclarée au premier sang que l'on fait prendre à son adversaire du nez, de la bouche ou du visage. Règle 3, si après 3 assauts ou 3 diverses reprises, il n'y a point de sang répandu, les combattants se séparent bons amis pour faire place à d'autres. Règle 4. Celui qui jette son ennemi dans le canal gagne une double victoire. Et finalement, règle 5. Si se présente d'un côté un athlète si brave que personne du parti contraire n'ose combattre contre lui, comme il arrive quelquefois, cet avantage n'est pas moins grand que s'il a vaincu son ennemi. Le jour de la bataille, les deux armées se présentent, précédées de musique. Car oui, ça s'inscrit dans tout un rituel qui s'intègre aux différentes fêtes des paroisses. Les gens ont des armures, des casques et des boucliers et s'arment parfois de bâtons dont la pointe est renforcée en les trempant dans de l'huile bouillante. Ouais, de l'huile bouillante. Ouch! D'autres fois, ils s'affrontent à main nue. On compte jusqu'à 300 hommes de chaque côté et ça finit toujours par une immense bataille digne du village d'Astérix, où même des spectateurs qui sont pas du tout concernés s'incrustent dans la bagarre. Et le soir, les vainqueurs font la fête alors que les perdants rentrent bredouille ou brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. C'est extrêmement populaire et répandu. Le gouvernement organise ça notamment pour le passage de visiteurs de marque, parce que les nobles aiment bien regarder le peuple se taper dessus. Ah oui, ils vont se taper dessus. Ça va être drôle. Ah. Mais bon, il a fallu que le pouvoir finisse par régir devant cette violence. Petit à petit, on réussit à réduire la pratique. Et puis, en 1705, après des événements particulièrement sanglants, on la supprime définitivement. On interdit carrément les rassemblements près des ponts, sous peine de 5 années de galère ou 7 ans de prison. D'accord. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Ce qui est quand même vachement ironique dans l'histoire, c'est que même si le pouvoir il finit par mettre un terme au truc, à la base c'est quand même lui qui a instauré ça. Bah c'est pas super surprenant parce qu'à l'époque on a tellement peur des gens qui font rien qu'on les considère limite comme des criminels. En fait, se taper dessus là par exemple, ça c'est pas criminel, mais ne rien faire, ça l'est. C'est quand même dingue. Je vous explique. Avant de commencer, on va se taper 2 petites définitions quand même. Qu'est-ce que c'est l'oisiveté déjà? Enfin, pourquoi je dis ça comme ça? L'oisiveté, c'est le fait de pas travailler, que ce soit volontaire ou non, soit parce que vous êtes en incapacité de travailler, soit parce que vous êtes pété de thunes et que c'est un privilège. Et la paresse, par contre, c'est le goût de l'oisiveté. C'est la répugnance au travail et en général, c'est considéré comme un trait de caractère de l'individu et ça relève de sa responsabilité. Et comme tu veux pas travailler et donc participer à l'effort de la société, avec la paresse, en gros, tu te poses comme ennemi de la société. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça. Dans l'Antiquité, il y avait la notion d'osium qui était très valorisée. C'est l'oisiveté féconde. C'est celle qui nous laisse le temps de réfléchir, de penser, etc. Et pendant très
longtemps, pendant le Moyen-Âge, la Renaissance, et même après, sous l'Ancien Régime, au 19e, etc., l'oisiveté, c'est une distinction sociale. C'est l'activité d'une partie du clergé, des nobles, des bourgeois hyper aisés, qui cultivent une oisiveté ostentatoire avec plein de biens superflus, etc. Ok, mais si c'est l'activité de l'élite, alors comment ça se fait que c'est mal vu, l'oisiveté? Paradoxon. Oh bah vous n'êtes pas sans savoir que les activités des privilégiés, c'est pas celles des autres. Et oui, tout ça, c'était sans compter sur l'église, notamment. Et vous allez me dire, évidemment, le péché de la paresse. Le péché de la paresse. Tu l'as dit. Mais c'est un petit peu plus subtil, je m'appelle. Parce que pendant longtemps, l'église, la paresse qu'elle condamne, c'est pas la paresse du refus du travail. C'est ce qu'on appelle l'acédie. L'historien Jean Delumeau l'a défini ainsi. L'acédie, selon lui, c'est la torpeur spirituelle, le dégoût des exercices religieux, une tristesse découragée qui enlève à l'âme à la fois le désir de servir Dieu et la volonté de vivre. C'est chiant. Donc en gros, c'est la flemme de vraiment prier, de penser à Dieu, d'aller à la messe, etc. Mais qui du coup se traduit par un état de tristesse. Par exemple, au XIVe siècle, Dante, le penseur italien, dans sa Divine Comédie, il décrit les cercles des enfers. Et il raconte qu'au 5e cercle, il y a les gens coléreux et les assidieux. Et ces assidieux, ils sont là parce qu'ils ont manqué de zèle dans l'adoration de Dieu. Mais il dit aussi que ce sont des gens à l'humeur noire, qui sont tristes même quand il fait beau et qu'ils ont un genre de fumée dans leur cœur. En gros, des dépressif quoi. Ah oui, non mais là on est très loin des préoccupations de la santé mentale. Donc pendant longtemps, l'église qu'elle condamne, c'est l'acédie, mais attention, pour autant, le refus de travailler, c'est quand même déjà pas très bien vu par l'église. Notamment dans la Bible, il y a des proverbes hébreux comme « Tout labeur donne du profit, le bavardage ne produit que disette ». Des proverbes qui sont vraiment passés à la postérité. Mais comme je disais, l'église, elle se concentre d'abord sur l'acédie, mais petit à petit, elle va intégrer aussi dans l'idée de paresse ce refus de l'effort, du travail, du quotidien, pour arriver à une éloge du travail pour le travail. Et ce glissement, il s'opère notamment par l'influence du monde laïque. À la Renaissance, il y a toute une philosophie pro-travail et anti-oisiveté qui s'installe progressivement, notamment avec la transformation philosophique, économique et sociale de la société. Vous avez compris. La sociologue Dominique Méda dit que c'est potentiellement dû à des gros bouleversements de vision du monde, notamment comme le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, et même s'il est très progressif à être bien intégré, voilà, il y a de plus en plus de science, le monde est de plus en plus appréhendable par l'homme, et puis à travers juste le prisme de Dieu, et donc l'homme il est un peu plus maître de son destin, et le travail peut lui permettre d'améliorer son sort, et de donc pas tout juste attendre de Dieu. Il y a aussi une prise de conscience du caractère arbitraire de l'ordre social, et du fait qu'il réside notamment dans l'action conjuguée d'individus qui poursuivent chacun leurs intérêts propres. Tout ça, ça fait que le travail a désormais un rôle majeur dans la société et on voit progressivement l'émergence d'une doctrine qu'on appelle le mercantilisme. C'est en gros celle des riches marchands qui sont bien en place maintenant, bien au pouvoir, bien puissant. Et pour ces gens dominants, l'oisiveté, eh ben c'est un fléau très inquiétant mes petits. Je vous appelle mes petits. Et surtout l'oisiveté des gens qu'on veut contrôler. Et oui, si vous glandez, vous avez le temps de penser. Ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas forcément de ouf qu'il y ait des gens qui réfléchissent, notamment les femmes. Ah oui, une femme qui réfléchit, c'est chiant. Par exemple, l'humaniste Alberti, qui est un architecte issu du milieu marchand, il a écrit les livres de la famille et il dit que dedans, faut tout le temps occuper les gonzesses. Faut pas qu'elles matent à travers la fenêtre, qu'elles regardent par-dessus les balcons, parce que déjà que de base, c'est des feignasses, alors en plus, si on les encourage, ça va être la cata. Mais ça vaut pas que pour les femmes, hein. Ça vaut aussi, voilà, pour tous vos serviteurs et pour le peuple, les gens qu'on veut contrôler, quoi. On considère même que l'oisiveté, ça rend malade, ça rend mou, ça rend gros, ça rend fatigué, et surtout, ça conduit à la pire des maladies, la pauvreté. Ça, on n'aime pas la pauvreté. À partir du XIIIe siècle, la pauvreté, c'est vraiment un truc qu'on méprise. Fini la pauvreté à l'image du Christ, hein, maintenant, on s'en méfie, ça suscite la suspicion, ça suscite la peur et donc la condamnation. Ouais, parce qu'on considère que c'est ta faute si t'es pauvre, c'est parce que t'es paresseux. Donc pendant des siècles, on va mettre dans le même gros panier les bandits, les voleurs, les malfrats et les gens sans travail, les sans-abri, etc. Et du coup, avec ces idées, avec cette renaissance mercantile, on voit fleurir des doctrines qui veulent que le temps, c'est votre bien le plus précieux. Et Dieu, à la fin, il va vous demander des comptes si vous n'avez pas bien employé chaque seconde, chaque minute de votre vie. Et vu que l'argent, ça répond à tous les besoins, alors il n'y a pas de meilleure façon d'employer son temps que de travailler pour gagner de l'argent. C'est les prémices de Le temps, c'est de l'argent de Franklin. Et c'est à cette époque, par exemple, qu'on voit apparaître partout des horloges mécaniques qui rythment les vies dans la ville, etc. Bref, les hommes d'affaires, d'église, de lettres, etc. mettent en avant la valeur du temps et la gravité de
de ne rien foutre. Et c'est notamment très fort chez les réformateurs protestants. Calvin, par exemple, en 1536, il a carrément dit « Dieu ne veut pas qu'on se repose, que nous soyons lâches et oisifs comme troncs de bois ». Et donc voilà, c'est plus juste une affaire d'acédie, de la paresse envers Dieu donc, et la paresse, c'est carrément devenu un fléau social. Et oui, pour le mercantilisme, l'oisiveté c'est aussi un préjudice à la nation parce qu'elle coûte cher. Elle coûte cher parce qu'il y a des aides pour les pauvres. Par exemple en France, il y a les aumônes générales, il y a les chambres de pauvres et les bureaux de pauvres qui prennent en charge la population inactive. En Angleterre au XVIe siècle, il y a la loi sur les pauvres qui est destinée à les aider mais aussi à les encadrer. Et oui, faut les cadrer, faut les... les pauvres pauvres. Et ça fait chier les mercantilismes comme William Petty par exemple. Parce que eux ils disent, ben non, faut pas aider les pauvres, on va les encourager sinon à être pauvre et à rien foutre et à être paresseux. Non mais parce que y a plein de gens qui grugent, c'est ça qu'il dit. Il dit même, il faut forcer les gens à travailler, il est pour le travail obligatoire. Et du coup, en Angleterre par exemple, dès 1597, on met en place ce qu'on appelle des workhouses. Je sais, mon accent est incroyable. Ce qui se veut être des hospices pour accueillir les gens dans le besoin, mais en fait avec des conditions de vie analogues au bagne, où en fait ils font un travail forcé et très peu rémunéré, donc de la main d'œuvre pas cher du tout pour l'État. En gros, l'idée c'est de punir les pauvres qui sont capables de travailler. Genre si vous allez bosser les gars. Et en plus, les lois se durcissent au fil des siècles, au 18e et au 19e siècle, où on institutionnalise cet enfermement dans les workhouses. On n'y met plus que les pauvres, mais aussi tous les gens sans emploi. Et ça se fait dans plein d'endroits du monde. Ça permet de parquer là tous ces gens parasites qu'on sait pas quoi en foutre et que ça nous fait chier qu'ils fassent rien. Aux Pays-Bas, on a des ateliers pour les prostituées ou pour les femmes mariées faites interner par leur mari pour mauvaise conduite. Elles filaient de la laine. À Bruxelles, on travaillait dans le textile. En France, on a les hôpitaux généraux où les hommes étaient employés à des travaux bien durs et les femmes et les enfants filaient, tricotaient, cousaient des boutons. Et tout ça, ça faisait plein de main-d'œuvre pas chère pour les entrepreneurs qui les payaient tranquille un quart de leur salaire et le reste ça allait aux hôpitaux. Mais bizarrement, la productivité était pas ouf. Enfin, en Angleterre, ils y arrivaient par contre. Apparemment, c'était plus productif. Ou encore, on envoie les gens bosser dans les colonies. Bref, on a plein de solutions pour foutre tous les feignants au travail. Et surtout donc contre la glande, qui est perçue de plus en plus comme un comportement individuel volontaire et un danger pour la nation. Alors tout ça, ça peut quand même un peu sembler contradictoire avec l'idéologie des Lumières par exemple, parce que les Lumières c'est la liberté. Et ben les Lumières, elles ont aussi beaucoup mis en valeur le travail et beaucoup déprécié l'oisiveté. Par exemple, dans l'encyclopédie, on donne 7 définitions du travail. Occupation journalière à laquelle l'homme est condamné par son besoin et à laquelle il doit en même temps sa santé, sa subsistance, sa sérénité, son bon sens et sa vertu peut-être. Alors que l'article oisiveté, attention là ça a chauffé, dit désœuvrement, fainéantise ou manque d'occupation utile et honnête. L'esprit humain étant d'une nature agissante ne peut demeurer dans l'inaction. Et s'il n'est occupé de quelque chose de bon, il s'applique inévitablement au mal. La pratique de l'oisiveté est une chose contraire au devoir de l'homme et du citoyen, dont l'obligation générale est d'être bon à quelque chose. Il est honteux de se reposer avant que d'avoir travaillé. Là-dessus, la Révolution française enfonce bien le clou, car elle fait du travail l'un des critères du civisme des individus, et les oisifs, qu'ils soient nobles ou pas, sont désormais considérés comme politiquement et socialement suspects. Ah, c'est fini de se tourner les pouces, hein. Lâche un pouce à la vidéo d'ailleurs. Et abonne-toi, ça fait plaisir. Mais bon, pour autant, comme j'ai déjà dit, l'oisiveté, ça reste un privilège des nobles et des bourgeois méga enrichis. Mais bon, c'est quand même pas les mêmes valeurs qu'on affiche. Et pour les autres, l'idée est désormais bien installée. Il faut bosser maintenant, ça suffit. Bon, par contre, il y a toujours eu des gens pour dénoncer ça. Ouais, il y a des penseurs qui étaient vraiment pas pro-travail quand même, notamment Rousseau, ce bon Gigi. Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il défend l'idée que le travail, c'est la propriété, et donc l'origine et la création des inégalités entre nous, et c'est ce qui nous éloigne du bonheur originel de cet état de heureux sauvage qui se satisfait uniquement des besoins naturels. Mais quand Rousseau, il dit ça, c'est hyper subversif à l'époque. Il fait méga scandale parce qu'il s'oppose à une des valeurs qui est structurante de la société. Et Voltaire, par exemple, lui rentre dedans parce qu'il veut rabaisser l'homme au rang d'animal. À la fin du 19e siècle, on a aussi Paul Lafargue, un des fondateurs du Parti ouvrier français, qui publie Le droit à la paresse en 1880, où il appelle carrément au boycott du travail parce qu'il considère ça comme beaucoup trop aliénant, en tout cas dans les conditions qu'il y avait à l'époque. Mais encore une fois, ça reste assez subversif, y compris dans le milieu ouvrier qui met plutôt en avant le travail comme un ascenseur social, voilà. Et les combats de ce milieu tout le long du 20e siècle, ça a plutôt été d'avoir des meilleures conditions de travail, une
une meilleure répartition des richesses, mais pas de plus faire du travail la valeur essentielle. Alors oui, il y a bien mai 68 avec un climat libertaire qui remet en cause l'hyperproductivité et qui a un peu ébranlé les valeurs du travail, mais grâce à la société de consommation et l'obtention de l'augmentation des salaires, on continue à faire du travail une valeur précieuse. Alors certes, dans la seconde moitié du XXe siècle, on dit qu'on entre dans l'ère de la société des loisirs, avec donc la réduction du temps de travail, le développement des congés payés, mais si on y réfléchit bien, le loisir, c'est pas l'oisiveté, c'est pas rien foutre. Le sociologue Geoffre Dumazedier le définit avec ces critères. Il dit c'est le temps dont on dispose librement en dehors du temps des obligations, donc familiales, professionnelles, etc. C'est une activité qui est désintéressée, qui n'est pas utilitaire, qui n'est pas lucrative, et c'est une activité qui procure du plaisir, de l'épanouissement et qui permet de s'évader par le divertissement et la créativité, mais ce n'est pas l'inactivité. Et on l'a bien vu encore très récemment pendant le premier confinement où d'un coup on avait plein de temps, mais ce plein de temps il fallait quand même le mettre à profit, il fallait se mettre à apprendre des langues, commencer à jouer du piano, faire du yoga, faire du sport, etc. Ce que d'ailleurs on n'a pas réussi à tenir et qui fait qu'on se sent quand même comme des merdes. Et voilà mes petits poulets, maintenant vous savez pourquoi vous vous êtes sentis comme des grosses merdes en glandant rien pendant le confinement. C'est à cause de l'église, du mercantilisme et du capitalisme. Ça fait réfléchir. Alors je vais dire des poncifs, mais personnellement je trouve ça extrêmement important et utile, les trucs inutiles. Par exemple, j'adore les machines toutes pétées et pas fonctionnelles de Simon Gates. Je vous mets le lien. Allez voir son TEDx aussi sur le sujet, sur l'utilité de l'inutilité. Je suis trop fan de l'art japonais qui s'appelle le Shindogu, qui consiste à fabriquer des objets qui répondent à une bonne idée de base, à un potentiel besoin du quotidien, mais qui sont dans leur réalisation totalement inutilisables et volontairement inutilisables. C'est l'apologie du gratuit et de l'inutile, toujours pour dénoncer la société de consommation, tout ça, mais n'empêche, en vrai, c'est trop stylé. Bref, glandez, accordez-vous de glander. C'est ok de rien foutre aussi. Allez mater encore une autre vidéo après celle-là, parce qu'en plus YouTube il kiffe, l'algo il kiffe. Quand tu cliques sur une autre vidéo après ma vidéo, il va la mettre en avant. Tout bénéf pour moi. Allez mater l'histoire nous le dira de Laurent Turcot qui était au début de cette vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Et en même temps, quand je dis ça, c'est encore tombé dans l'utilitarisme. Non, regardez aussi des trucs bêtes. Scrollez sur TikTok, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Détendez-vous, faites la sieste. Et voilà. Sinon, on a dépassé les 500 000. Écoutez, ça fait plaisir. Bah déjà, merci. On va fêter ça plus tard. On prépare un truc, mais c'est pas encore prêt parce que c'est arrivé plus vite que prévu. Mais merci mille fois. Et si vous faites pas encore partie des 500 000, bah écoutez, n'hésitez pas à rejoindre la barque. Vous allez voir ici, on s'éclate bien. Et tous les premiers mercredis du mois, il y a un épisode animé. Sinon, il y a des vidéos beaucoup plus longues d'histoire pour en apprendre plus. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, j'ai commencé un nouveau format. Ça se passe sur Instagram pour avoir les infos. Je propose maintenant des conférences sur Zoom, des conférences payantes. Mais le principe est le suivant. Vous vous inscrivez, vous matez la conférence et vous faites un don après la conférence sur Tipeee ou Utip en fonction de si vous avez aimé ou non et de votre budget perso. Ce qui me semble être une nouvelle façon un peu cool de financer la chaîne et de aussi quand même garder le truc accessible au plus grand nombre parce que si vous n'avez pas les moyens, vous mettez un petit euro, mais tout le monde peut quand même participer. On a déjà fait une première session pour celles et ceux qui étaient là sur ma thèse, donc c'est vraiment des confs histoire. Par contre, c'est plus académique que ce qu'il y a sur la chaîne, même si je vulgarise tout et j'explique tout pour que ce soit accessible pour tout le monde, mais c'est un format plus dense et un peu plus traditionnel de 1h30, 2 heures avec les réponses aux questions. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, venez sur Instagram et surveillez les stories, je les annoncerai là-bas. Bref, c'est un autre système, je trouve ça cool parce que du coup maintenant on commence à avoir un panel assez large de types de contenu que je peux vous proposer en fonction de vos goûts, entre les petits TikTok d'une minute très court, d'ailleurs on a passé aussi les 100 000 abonnés sur TikTok, ça fait plaisir, et les vidéos YouTube qui sont un intermédiaire et les conférences sur Zoom qui sont un peu plus denses. Alors je sais que vous allez me poser la question, mais non, je vais pas faire ça sur Twitch parce que c'est pas la même démarche. En gros là vous vous inscrivez et vous suivez le truc en entier, on peut pas raccrocher les wagons au milieu en tombant dessus en scrollant par hasard, donc vraiment c'est un format, c'est un événement auquel on s'inscrit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais merci d'être resté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes resté là, c'est que vous avez un minimum glandé devant YouTube, et du coup, je vous félicite. Merci et à bientôt pour une autre histoire.